comme précaution. Parce que lui, il est déjà spécialisé dans ce domaine. Les attitudes qu'il faut, il les maîtrise, mais il va nous parler globalement. Ce ne sera pas seulement du premier trimestre, mais globalement de tout ce qui peut arriver à une grossesse comme urgence. Alors, bonjour, docteur Amadou, vous êtes connecté? Allô, docteur, vous êtes connecté? Bonjour, docteur Amadou. Allô, activez votre micro, s'il vous plaît, docteur Amadou. C'est bon? Non, le micro n'est pas activé. Nous allons prier la cabine technique de nous aider. Bonjour, docteur Amadou. Allô, docteur Amadou? Cliquez sur votre micro, s'il vous plaît. Cliquez seulement sur votre micro, on verra. Oui, c'est bon? La barre d'outils, lorsqu'il amène le curseur vers le bas de l'écran, il y aura la caméra, le micro qui va apparaître. C'est barré. Donc, il clique sur le micro seulement. Je crois que ça va maintenant. Vous me recevez? Vous me recevez? Oui. Docteur Amadou, on vous suit. Oui. Okay. Comment est-ce que vous allez, docteur Amadou? Je vais bien. J'espère la même chose pour vous aussi. Ah oui, nous allons tous. Oui, vous avez le micro d'abord. Amadou, vous avez le micro. Ok. Je remercie d'abord notre maître le docteur Amigan pour m'avoir sollicité ce matin et pour partager cette conférence avec vous. Je sais très bien que le docteur aurait pu faire la conférence toute seule, mais par gentillesse, il m'a sollicité. Donc, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à ce forum. Je ne sais pas si vous m'écoutez toujours. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Hein? Je vous reçois, moi, 5 sur 5. Oui, okay. Effectivement. Donc, le thème de ce jour, c'est les urgences dans la procréation. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de remonter un peu en arrière, avant d'arriver au niveau de la procréation, proprement dit. C'est une remarque que j'ai faite personnellement, mais je pense que la remarque, elle est partagée. Et il y a de cela, quand nous étions petits, il y a de cela 30 ans ou 40 ans, surtout pour ceux qui ont fait le village, on a remarqué que quand un homme arrivait à l'âge adulte et qu'il se mariait, il faisait des enfants sans problème. La femme concevait sans problème. On voyait des couples qui avaient 7 enfants, 8 enfants, même 10 ou plus. Mais aujourd'hui, c'est devenu un problème. Juste après 30 ou 40 ans, personnellement, j'ai vu que le problème devient de plus en plus crucial. Des jeunes couples se marient et pour avoir des enfants, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Nous allons peut-être en débattre un tout petit peu. Le docteur est là pour nous aider. Il faut qu'on comprenne pourquoi les choses sont devenues difficiles en si peu de temps. Même faire l'amour aujourd'hui devient de plus en plus difficile. Même pour les jeunes. Quand j'étais petit, j'écoutais mes grands frères dans leur petite causerie. Il y en a qui disaient, bon, hier j'ai fait 3 coups. Il y en a qui disaient, j'ai fait 5 coups. Je connais même quelqu'un qui disait qu'il a fait 7 coups un jour. Mais de nos jours, rares sont ces gens qui peuvent faire ce nombre de coups. Entre guillemets, coups entre guillemets. Les jeunes sont de plus en plus sous Viagra. Quand vous venez dans mon quartier, il y a un petit coin où on vend du Viagra là. C'est toujours plein chaque soir.
Pourquoi nous souffrons autant maintenant? Pour ceux qui arrivent à faire les rapports avec leur femme, avoir un enfant, c'est chose de difficile. Il y a de plus en plus de jeunes couples même qui se promènent de clinique en clinique à la recherche d'un bébé. Pour ceux qui arrivent à trouver la grossesse, ils ne sont pas sûrs que cette grossesse puisse aboutir. Les gens tombent enceintes, on te demande, docteur, est-ce que vous êtes sûr que ça va aller? Vous êtes vraiment sûr? Et quand la grossesse se poursuit, on n'est pas sûr de l'accouchement. On n'est pas sûr que l'enfant va sortir par voie basse. On se demande si ça ne va pas se sortir par une césarienne ou pas. Même après la césarienne, on se demande si l'enfant va continuer de vivre. Vous voyez? Pourquoi dans le temps, quand on était au village, il n'y avait pas ce problème? Tout le monde concevait. Il n'y avait pas de couple stérile. En tant que tel, à ma connaissance, quand j'étais petit. Aujourd'hui, après tantôt 40 ans, ça devient monnaie courante. On y reviendra. Donc, après cette introduction, nous avons passé au thème proprement dit d'aujourd'hui, c'est-à-dire les urgences dans la procréation. Le docteur a déjà parlé de ce qu'on appelle une urgence en médecine. Vous avez tout expliqué, vous avez participé à la définition d'une urgence en médecine. Seulement, ici, en obstétrique ou bien en gynécologie obstétrique, nous, on parle toujours de deux personnes. Il y a la mère et le bébé. C'est un peu la particularité de la gynécologie obstétrique. Lorsque vous posez un acte sur la maman, il faut penser immédiatement à ce qu'elle porte. Parce que les deux sont liés. Vous voyez, quand maman fait un accident, si elle n'est pas dans le coma, si elle n'a pas de lésions graves, tout ce qu'on cherche à voir, c'est de voir si ce qu'il y a dans son ventre est vivant. Donc, c'est un peu la particularité de la chose. Donc, en définition, nous allons dire qu'une urgence dans la procréation, c'est une situation dans laquelle la vie de la maman ou de son bébé est en danger. Une situation dans laquelle, si on ne fait rien, la maman peut mourir, ou c'est son enfant qui meurt, ou bien c'est les deux. C'est ça une urgence en obstétrique ou urgence dans la procréation. Pour mieux comprendre ces urgences, nous allons être méthodiques. Nous allons prendre les urgences qu'on voit en début de grossesse. Les urgences des 3 premiers mois de grossesse et puis les urgences qui viennent après les 3 premiers mois de grossesse. Pour les 3 premiers mois de grossesse, le premier trimestre, nous avons ce qu'on appelle les hémorragies du premier trimestre. Ce sont elles qui constituent la véritable urgence chez la mère et le nouveau-né, et l'embryon ou le fœtus. Donc, au premier trimestre, les hémorragies sont composées de 2 choses. Des fausses couches précoces et puis de la grossesse extra-utérine. Après le premier trimestre, on va avoir comme urgence la préclampsie et l'éclampsie. On va avoir comme urgence le placenta prévia hémorragique. On va avoir comme urgence l'hématome rétroplacentaire. On va avoir aussi comme une autre urgence la menace d'accouchement prématuré. Une autre urgence, la rupture utérine. Et enfin, la souffrance fœtale. Pour mieux se comprendre, lorsqu'on va prendre une urgence, on va donner les signes de l'urgence pour la reconnaître, pour que tout le monde puisse la reconnaître, pour que tout le monde sache que devant telle situation, je suis devant telle urgence. Nous allons essayer de donner les causes de ces urgences et puis nous allons voir comment
les traiter et enfin comment les prévenir. Donc, nous allons commencer, comme nous l'avons dit, par les urgences du premier trimestre. J'avais cité la fausse couche et puis la grossesse extra-utérine. On va commencer volontiers par la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine, c'est une grossesse, comme le terme même le dit, n'est pas dans l'utérus. Vous savez que la fécondation se fait au niveau de la trompe, au niveau de la partie terminale de la trompe. Le spermatozoïde qui est passé au niveau de la trompe va jusqu'au bout de la trompe et rencontre l'ovule. Là, ils vont se fusionner et puis faire constituer un embryon. Cet embryon doit normalement migrer et revenir dans l'utérus, dans la cavité utérine, pour se développer, devenir un fœtus et après l'accouchement un enfant. Mais il y a des cas où l'embryon ne revient pas dans la cavité utérine. L'embryon reste dans la trompe. On appelle ça grossesse extra-utérine. Il y a des cas où l'embryon tombe carrément dans l'abdomen. On a une grossesse abdominale. Mais le problème de ces grossesses qui ne restent pas dans l'utérus, c'est qu'en évoluant, l'espace qui est dans la trompe n'est pas grand. Et à un moment donné, la trompe se rompt. La trompe se fistulise. Et elle se met à saigner. Voilà. Quand la trompe se rompt comme ça, il n'y a plus de circulation. Il n'y a plus de sang qui passe au niveau de l'enfant ou de l'embryon. Donc l'embryon, lui, meurt immédiatement. Maintenant, c'est la vie de la maman qui est en danger. Si on ne fait rien, le sang va continuer par couler, elle va tomber en anémie et puis vous allez la perdre. Donc, lorsque vous êtes devant une grossesse extra-utérine qui est rompue, vous devez nécessairement opérer cette dame pour arrêter le saignement. Mais si vous voyez, il y a des cas où on voit cette grossesse extra-utérine tôt. Quand vous la voyez précocement, on n'a pas besoin de l'opérer. Lorsque l'embryon n'est pas encore formé et vous faites un diagnostic rapide, il y a des injections que vous pouvez faire à la maman. Vous faites ces injections et puis le fœtus va se coaguler, va se rétrécir, la grossesse va se rétrécir et se dissoudre après. Ça, c'est quand l'embryon n'est pas encore formé ou quand la grossesse n'est pas encore rompue. Et une fois que la grossesse extra-utérine est rompue, vous devez absolument aller opérer. Donc, comment sait-on que c'est une grossesse extra-utérine? Cliniquement, vous avez des douleurs. Une dame qui tombe enceinte et dans les premières semaines, commence à avoir des douleurs. Et puis, de temps en temps, des petits saignements. Ça, c'est pas encore rompu. Quand c'est rompu, elle a une hémorragie interne. Le ventre grossit et vous avez tous les signes de l'anémie qui commencent à venir jusqu'à s'aggraver si on ne fait rien. Vous avez le ventre aussi qui se ballonne et quand on fait une ponction, on trouve qu'il y a du sang dans la cavité utérine. Ça, c'est la grossesse extra-utérine. La deuxième urgence, dans les premiers mois, et dans les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la menace de fausse couche et la fausse couche proprement dite. Comment ça se manifeste la menace de fausse couche ou bien la fausse couche? Vous avez une femme qui tombe enceinte et dont le produit de conception est dans la cavité utérine. Vous voyez cette femme qui commence à avoir mal, des contractions utérines et quelquefois des saignements. Vous voyez. Donc, quand vous faites l'échographie, vous voyez que la grossesse est dans l'utérus, dans la cavité utérine. Quelquefois, le col est ouvert. Quelquefois, il y a un saignement.
Si vous ne faites rien, la fausse couche, proprement dit, va arriver. C'est-à-dire que l'embryon va sortir, suivi de son placenta et autres. Là, c'est une fausse couche consommée. On va insister un peu à ce niveau. Quelles sont les causes de la fausse couche? Nous allons aller très rapidement. Nous allons citer les malformations de l'utérus. Il y a des malformations congénitales et des malformations acquises. Les malformations congénitales, c'est-à-dire la femme est née avec. Là, on peut citer les utérus cloisonnés, les utérus bicornes et autres. Dans ces malformations-là, le problème, c'est que la cavité utérine est petite. Quand la femme commence, la grossesse commence à se développer, il n'y a pas d'espace pour que la grossesse puisse se développer bien. Donc, la grossesse coule. Après les malformations de l'utérus, on peut citer les malformations de l'embryon. Naturellement, quand un embryon est mal formé, la nature l'élimine dans les 3 premiers mois. C'est ce qui fait que nous qui sommes vivants, dans la plupart des cas, nous sommes normaux. Les embryons qui n'ont pas de tête, par exemple, les embryons qui n'ont pas de cœur, les embryons qui manquent d'organes nobles sont éliminés naturellement dans les 3 premiers mois. Oui. Après les malformations, là, on peut citer aussi les infections. Lorsque maman est infectée, l'infection va attaquer l'embryon qui peut causer une fausse couche. On peut aussi citer les traumatismes. Lorsque maman fait un accident, il tombe sur son ventre. Mais quand elle reçoit un choc sur son utérus, là aussi peut causer il y a aussi un phénomène qu'on voit rarement, c'est les fausses couches émotionnelles. Une femme est enceinte et puis on lui donne une mauvaise nouvelle. Tout de suite, elle peut se mettre à saigner, perdre son enfant. Il faut retenir aussi les anomalies de la circulation fœto-maternelle. Et là, je vais insister là-dessus. Après la fécondation, l'embryon revient dans la cavité utérine. Et là, les choses deviennent sérieuses. La cavité utérine, c'est sa maison. La maison doit être saine. Il faut que l'endomètre de la maman soit en bon état. Parce que c'est cet endomètre qui va commencer à nourrir l'embryon. Et après, l'embryon même va fabriquer son placenta et autres. Et après la fabrication du placenta, le placenta doit se coller à l'utérus de la dame et former un couple. Ils vont former un couple pourquoi? Ils forment un couple dans lequel c'est la maman qui va nourrir l'embryon. L'embryon ne peut pas manger. L'embryon n'a pas d'air pour respirer. Il va tout puiser de sa maman. Donc, quand cette circulation materno-fœtale est bonne, il n'y aura pas de problème. Mais quand la circulation materno-fœtale a des problèmes, l'enfant va avoir des problèmes jusqu'à peut-être à l'accouchement. C'est souvent là que naissent les problèmes qu'on va détailler plus tard. Donc, je me répète un peu. Il faut que les vaisseaux sanguins du placenta soient en bon état, qu'ils soient perméables et que le sang circule bien. Il faut que les vaisseaux sanguins de la maman aussi soient perméables et que son sang circule bien. Parce que c'est l'air qu'elle va respirer qui va apporter de l'oxygène
à cet embryon qui va devenir fœtus et enfant un jour. Mais quand la maman a des problèmes, l'enfant va les avoir automatiquement. Si la maman est exposée aux polluants, au jour d'aujourd'hui, on a plus de 100 000 substances chimiques dans le monde. Si la maman est exposée à ces substances passeront, certaines de ces substances passeront à l'embryon. Il va y avoir des problèmes. Quand l'oxygène ne passe pas suffisamment à l'embryon, il va y avoir des problèmes. Nous allons donc aborder la suite des urgences, c'est-à-dire les urgences qui vont venir après les 3 premiers mois. Nous allons commencer par la prééclampsie. La dernière fois, nous en avons parlé un peu. La prééclampsie, c'est un état dans lequel la pression artérielle de la maman augmente, soit subitement, soit progressivement, avec une émission de protéines dans les urines. Et quand vous voyez cette maman, quelquefois, elle a des œdèmes. C'est-à-dire que les pieds sont gonflés, quelquefois c'est le ventre ou bien le visage aussi qui se gonfle. Qu'est-ce qui se passe dans cette prééclampsie? Dans la prééclampsie, nous remarquons que l'embryon, le fœtus ne grandit pas. Il y a ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin. La circulation materno-fœtale est perturbée. L'enfant ne reçoit pas beaucoup d'oxygène et donc il ne grandit pas. À chaque fois qu'il y a prééclampsie, l'enfant ne grandit pas. On parle de retard de croissance intra-utérin. Et donc, ces enfants-là, à un moment donné, on est obligé de les sortir de ce milieu, de faire une césarienne. Dès que cela permet. On n'arrive même pas à terme avec ces grossesses. Il faut à un moment donné, soit déclencher l'accouchement, pour qu'elle accouche, si elle n'est pas trop atteinte, mais si la maman est trop atteinte, on est obligé de faire une césarienne et sortir un enfant prématuré. Pour au moins sauvegarder la vie de l'enfant. Et après, la maman. C'est une pathologie que la médecine a du mal à expliquer. Mais ce qu'on remarque dans cette pathologie, c'est qu'après l'accouchement, la maman commence à guérir peu à peu et puis en quelques semaines, elle retrouve sa santé. Je crois que le docteur Amégan va nous aider peut-être dans l'explication de cette pathologie que la médecine a vraiment du mal à cerner. Tout ce qu'on sait de cette maladie, c'est que la pression artérielle s'élève. La maman pisse ses protéines. Quand vous la voyez, elle est mal en point, elle n'est pas bien oxygénée. Et puis, le fœtus, il en pâtit. C'est l'une des pathologies qui constitue vraiment un casse-tête en obstétrique. Bon, les gens ont essayé de donner des hypothèses que c'est le placenta qui cause cette maladie. Mais on remarque que même après l'accouchement, même après que le placenta ne soit plus dans le ventre de la dame, la maladie continue. Quelquefois sur certains mois. Donc, jusqu'à présent, la médecine ne sait pas trop bien ce problème-là. Après la prééclampsie, nous allons aborder le placenta prévia hémorragique. Le placenta prévia hémorragique, on a ce qu'on appelle d'abord le placenta prévia. C'est quoi un placenta prévia? Le placenta, normalement, doit s'insérer sur le fond de l'utérus ou sur les faces antérieures ou postérieures. Le placenta prévia, c'est pas au niveau du segment inférieur ou bien au niveau du col. Dans l'insertion normale du placenta, c'est-à-dire au fond utérin ou sur les bords ou bien les faces de l'utérus, la circulation sanguine est bonne. Les échanges se font bien entre la maman et le bébé. Il n'y a pas de problème. Mais une fois que le placenta est inséré en bas, au niveau du segment inférieur, là-bas, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins. Le col de
de la femme et la partie inférieure de l'utérus de la femme ne contiennent pas beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, à un moment donné, le placenta, il se décolle. Il se décolle un petit peu, la dent commence à saigner. Et là, c'est un saignement qui est rouge vif. Quand vous faites le diagnostic d'un placenta prévia hémorragique, il vaut mieux aller faire une césarienne. Sinon, vous risquez de perdre et le bébé et la maman. Après le placenta prévia, nous allons aborder l'hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire, dans l'hématome rétroplacentaire, le placenta est normalement inséré, soit au fond de l'utérus ou dans les parties normales. Mais ce qui se passe, c'est que des caillots de sang se forment derrière ce placenta. Quand des caillots de sang se forment derrière le placenta se décolle. Le sang ne passe plus au fœtus. Il n'a plus d'oxygène et si vous ne faites rien, il va mourir tout de suite, ou bien dans les instants qui suivent. Bon, les causes. En médecine, on nous dit que le tabac peut causer ça. On dit aussi que l'hypertension artérielle peut causer ça. Que les traumatismes peuvent causer ça. Mais dans la plupart des cas, vous n'avez rien de tout ça. Dans l'hématome rétroplacentaire, il n'y a pas d'hyperpression artérielle. Il n'y a souvent pas d'hyperpression artérielle. Il n'y a pas de tabagisme, il n'y a pas de traumatisme. Mais c'est une affection aussi courante. Donc la pathogénie aussi reste obscure. On remarque que le placenta se décolle. Il y a des calculs se forment derrière, il se décolle et puis la circulation s'arrête peu à peu. Jusqu'à quand vous ne faites rien, quand vous ne faites rien, les caillots là vont décoller tout le placenta. Et l'urgence va devenir de plus en plus grave. Donc dans ce cas, si vous avez la chance de voir une femme qui est en travail et qui est prête d'accoucher, il faut hâter l'accouchement. Sinon, dans les autres cas, il faut faire une césarienne pour sauver le fœtus et puis sauver la maman. La quatrième urgence, après le premier trimestre, sont les menaces d'accouchement prématuré. Quand est-ce qu'on parle d'accouchement prématuré ou de menaces d'accouchement prématuré? Quand la grossesse évolue jusqu'à un terme de viabilité fœtale, c'est-à-dire 28 semaines chez nous, de 28 semaines jusqu'à 36 semaines, quand l'enfant sort en ce moment, on parle de prématuré. Dans les pays développés, à partir de 22 semaines, ils arrivent à sauver un nouveau-né. Donc chez eux, la prématurité, c'est à partir de la 22e semaine jusqu'à 36 semaines. Mais chez nous, dans les pays sous-développés, 22 semaines, 23 semaines jusqu'à 25 semaines, nous ne sommes pas capables de garder en vie ces enfants-là. Donc, chez nous, les prématurés, c'est à partir de 28 semaines jusqu'à 36 semaines. Comment ça se manifeste? C'est une femme qui arrive à ce terme de la grossesse, à cet âge de la grossesse, et qui commence à avoir des contractions utérines. D'abord faibles, après les contractions de plus en plus fortes et se rapprochent. Il faut savoir que si vous ne faites rien, l'enfant va sortir. Il va sortir dans quel état? Si c'est un enfant qui n'a pas eu beaucoup d'oxygène pendant la grossesse, si c'est un enfant qui n'a pas grossi suffisamment pendant la grossesse, il va mourir. Ce qui fait que les prématurés, souvent, ils ont un taux de mortalité un peu plus élevé que les nouveau-nés à terme. Dans les causes, on cite toujours la prééclampsie, on cite toutes les maladies, telles que les maladies de la thyroïde, il y a plein de causes. Mais il arrive souvent qu'on ne trouve pas de cause, il n'y a rien, mais la dame et fait sont prématurés. Après la menace d'accouchement prématuré, nous allons aborder la rupture utérine. Et la rupture utérine est aussi une grande urgence dans la procréation. C'est quoi la rupture utérine? La rupture utérine, c'est l'ouverture de l'utérus à un endroit qui n'est pas propice. En principe, c'est le col qui s'ouvre pour que l'enfant puisse
sortir. Mais dans la rupture utérine, l'utérus s'ouvre à un endroit donné, dans un endroit faible le plus souvent. Et c'est dans un endroit fort qu'il peut s'ouvrir. Il ne peut pas s'ouvrir dans un endroit fort. Ce qui cause la rupture utérine, ce sont les antécédents de curettage. D'abord, une jeune fille qui fait beaucoup de curettage dans sa jeunesse, lorsqu'on fait le curettage, il arrive que le curetteur perce l'utérus, qu'il fait des petits trous dans l'utérus, qui deviennent des zones faibles, des zones non vascularisées. Vous savez, quand le sang ne passe pas dans une zone correctement, cette zone devient faible. Et donc, la rupture utérine va se produire à cet endroit précis. Et la rupture utérine peut survenir aussi dans les utérus cicatriciels. C'est-à-dire quand on opère une femme sur son utérus, le jour de l'accouchement, si l'opération n'a pas été bien faite, je mesure bien mes mots, si on n'a pas bien suturé là où on avait fait la cicatrice, la cicatrisation ne va pas bien se faire. Il y aura une fibrose au niveau de l'ancienne cicatrice. Le sang ne passe pas bien dans les fibroses. C'est pourquoi les fibroses sont faibles. Les fibroses sont faibles et c'est là que la rupture utérine va se produire. Exceptionnellement, on peut avoir des ruptures utérines lorsque l'enfant est plus gros que le bassin de la maman. Et quand il y a une rupture utérine, c'est la maman qui saigne à ce moment. La maman saigne, d'abord, elle perd son sang et elle tombe en anémie, son oxygène devient rare. Au même moment que la rupture s'est produite, le fœtus peut sortir dans la cavité utérine. Au lieu de sortir par les voies naturelles et d'être accouché, il sort dans le ventre. Il baigne dans le sang. Et là, le fœtus peut mourir. Plus souvent, il meurt parce qu'il a une asphyxie là-bas. Il tombe dans la cavité utérine, il y a déjà du sang, il va respirer du sang, il a une anémie, on ne le récupère pas. Si vous ne faites pas vite, si vous ne faites pas vite pour aller arrêter l'hémorragie, la maman va continuer à saigner et puis peut mourir. En dernière position, nous allons aborder la souffrance fœtale. La souffrance fœtale, c'est un état d'acidose, souvent maternelle, qui se transmet au fœtus. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, c'est un problème de circulation. Je vous ai dit que dans la prééclampsie, la circulation n'est pas bonne. L'enfant qui est là, qui n'a pas de l'oxygène, qui n'a pas le nutriment qu'il faut, ne grossit pas. Il tend à mourir. C'est pour ça qu'il faut l'enlever à un moment donné. Sinon, il tombe dans la souffrance fœtale. C'est-à-dire que son cœur va se mettre à battre rapidement pour compenser. Ou, à un moment donné, quand le corps se fatigue, vous allez avoir une bradycardie. C'est-à-dire que le corps bat lentement. Et en ce moment, l'organisme privilégie les organes nobles, le rein, le foie et autres. Les intestins lâchent, et puis l'enfant chie dans le ventre. C'est pour ça que dans la souffrance fœtale, vous allez voir que le liquide amniotique est teinté de méconium. Il y a les caca de l'enfant dans le liquide amniotique. Le liquide amniotique, il est censé être limpide, il ne doit rien contenir. Mais quand l'enfant souffre, quand il n'y a pas d'oxygène, le phénomène physiologique habituel veut que les organes nobles soient privilégiés. Donc, les parties comme les intestins ne sont pas des parties nobles. Les parties lâchent et puis l'enfant chie dans le ventre. Est-ce que vous me saisissez? Oui, docteur. On vous reçoit très bien. Okay. J'espère que la salle aussi. Dans la souffrance fœtale, on va essayer de voir ce qui cause la souffrance fœtale. Dans la souffrance fœtale, je vous ai dit que c'est un problème de circulation. Mais ce problème, il peut être mécanique. C'est-à-dire que le cordon du fœtus, le cordon ombilical, il peut s'enrouler autour de lui-même, ou autour du cou de l'enfant, ou autour d'un membre de l'enfant. Donc, quand il s'enroule comme ça, le sang ne passe plus bien.
Et quand le sang ne passe plus bien, il y a un état d'acidose fœtale qui peut emporter l'enfant dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Après ces causes mécaniques, il y a les causes maternelles dont j'ai parlé, mais il y a aussi, comment l'appelle-t-on, des souffrances fœtales dans lesquelles il n'y a pas de problème de cordon ombilical, où il n'y a pas de préclampsie, il n'y a pas de maladie comme ça chez la maman. Vous voyez que l'enfant souffre. Au fait, ce qui se passe, c'est que la maman a manqué d'oxygène à un moment donné. Vous, l'obstétricien, vous n'avez pas su qu'elle a manqué d'oxygène. Personne ne sait, on pense qu'elle respire et qu'elle a un bon oxygène, alors que, en fait, il n'y a pas d'oxygène qui passe chez la maman. Et c'est le fœtus qui va le ressentir. Il va le ressentir en changeant les mouvements, les battements de son cœur, et puis en chiant dans son ventre. Et si on ne le fait pas rapidement, il tombe en anoxie et puis il va mourir. Et voilà un peu les urgences dans la procréation. Nous allons y revenir quand vous aurez posé vos questions. Mais je tiens à le dire que, la remarque que j'ai faite personnellement, après que je suis la conférence du docteur Amégan, c'est que toutes ces urgences ne sont pas une fatalité. Là, j'insiste aussi là-dessus, c'est pas une fatalité. Je crois qu'on peut les prévenir. Ah oui, on peut les prévenir. Puisque c'est un problème de circulation, en fait. Puisque c'est un problème d'infection, on peut les prévenir facilement. Et je crois bien que j'ai trouvé la réponse à la question que je me posais. Pourquoi dans notre enfance au village, il n'y avait pas ces problèmes et c'est maintenant qu'on les trouve? Pourquoi? Les infections dont j'ai parlé, quand vous avez une immunité qui est forte, vous n'avez pas peur des infections. Aujourd'hui, on parle d'azospermie, de trompe bouchée, tout ça, c'est des infections. Des infections qui arrivent là. Des infections et des troubles de la circulation dans les testicules. Un testicule qui n'est pas infecté, un testicule qui respire bien, où l'oxygène passe, il n'y a pas de raison qu'il ne fabrique pas de spermatozoïdes. C'est la compréhension que j'ai actuellement de la chose. Pour les infections, quand vous avez une bonne immunité, vous n'allez pas avoir des infections avant de tomber même enceinte. Quelqu'un qui mange bien, il prend ses précautions, qui prend des compléments alimentaires, qui assure son immunité, il n'a pas peur d'infection. Donc, les problèmes d'oligospermie, d'azospermie, de trompe bouchée, on peut les écarter comme ça. Pour les autres problèmes dont j'ai parlé, que ce soit les fausses couches, la prééclampsie, les menaces d'accouchement et autres, j'ai parlé de circulation aussi. Quand vous avez une bonne circulation sanguine, votre embryon est bien perfusé, l'oxygène passe bien, il devient fœtus, il a une bonne oxygénation, il va avoir un bon poids fœtal, il va être accouché normalement. Mais lorsque vous faites de la malbouffe, vous allez avoir une hyperglycémie maternelle que vous allez transmettre à votre fœtus. Il va grossir exagérément. Au-delà de 4 kilos, on ne pourra pas l'accoucher. On doit faire une césarienne. Et si on l'accouche, on veut l'accoucher, on peut faire une rupture utérine. Les gros poids que nous rencontrons à la naissance, c'est autre chose que la malbouffe maternelle. L'enfant, lui, n'y est pour rien. C'est la maman qui l'a mis dans ce problème. Et après la césarienne, souvent on insulte l'enfant, on dit voilà, c'est toi qui as fait comment césariser. Les autres enfants, je les accouchais bien. On incrimine l'enfant pour rien. Pour les autres pathologies, je vous ai parlé de
la circulation materno-fœtale qui, si elle est saine, aboutit à une bonne croissance du fœtus et à un bon accouchement. Lorsque la circulation materno-fœtale elle est perturbée, l'oxygène ne passe pas comme il faut, ou bien la maman est exposée à des substances chimiques nutritionnelles, puisqu'on les rencontre dans la nourriture, on rencontre ces substances dans l'air qu'on respire, mais le plus souvent actuellement, c'est dans notre nourriture qu'on voit ces substances. Lorsque la maman ingère ces substances, elle va avoir des pathologies, elle va avoir les fausses couches, elle va avoir les hématomes rétroplacentaires, elle va avoir les prééclampsies, etc., etc. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, docteur Amadou. Merci pour votre développement. On a beaucoup appris avec docteur Amadou. Alors, docteur Jean-Paul Amégan. Merci. Eh bien, voici le développement. Grand merci au docteur Amadou. Ça a été lourd, long. Il l'a donné académiquement parfaitement et il a permis à la fin de résumer ce que les gens doivent garder essentiellement et quelle est la solution pour éviter ça. Bravo au docteur Amadou, bravo parce que dire la chose pour éviter que les gens aient les problèmes de césarienne et les autres complications chez l'enfant, à partir des compléments alimentaires, c'est avoir tout compris. Je vous laisserai poser des questions. Je resterai à la salle. L'opportunité de poser des questions pour que l'on puisse éclaircir correctement tout ce que le docteur a dit, comme cela s'enseigne et comme cela se retrouve dans la pratique médicale. Ce que je dirais, dans tout ce que le docteur a développé, il l'a dit vers la fin, que tout n'est que problème d'oxygénation, c'est-à-dire d'acidose et de circulation. Rien d'autre. Rien d'autre. Au début, ça peut entraîner des saignements au début de la grossesse. Et ces saignements-là, puisque l'enfant a besoin, c'est-à-dire le fœtus ou l'embryon a besoin de l'oxygène. Son oxygène est transporté par le sang. Il se pourrait que ce fœtus ait un problème de développement et s'arrête, une malformation et autres. Mais tous ceux qui sont connectés ici, qui me suivent depuis, savent que même les malformations sont dues à des caillots, donc à des problèmes de circulation. Ça veut dire que tous les problèmes qu'on peut rencontrer au début, c'est-à-dire ce qu'il a appelé la fausse couche, qui se dit normalement avortement. Mais je vais donner un petit détail. Il l'a dit, mais je vais vous le dire autrement. Comment on définit une fausse couche d'un accouchement prématuré, d'une menace d'accouchement prématuré? Et il a dit quelque chose de très important. Il dit que chez nous ici, il faut attendre plusieurs semaines, entre 28 et 36 semaines, pour parler d'accouchement prématuré, de menace d'accouchement prématuré. Alors que dans d'autres pays, c'est à la 22e semaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avortement ou bien fausse couche et menace d'accouchement prématuré? Selon le développement de la santé, le développement technique, le développement des moyens techniques qui permettent de faire survivre un œuf en dehors de l'utérus jusqu'à grandir, selon les moyens que l'État a pour, ou bien, c'est-à-dire le plateau technique que l'État a pour faire survivre une grossesse en dehors de l'utérus, selon les moyens, on définit ce qui est fausse couche, c'est-à-dire accouchement, avortement, et ce qui est
un accouchement prématuré ou une menace d'accouchement prématuré. Lorsque il n'est pas possible que l'on retire un embryon, un fœtus de l'utérus et lui permettre de vivre en dehors de l'utérus jusqu'à grandir, lorsqu'il n'est pas possible de le faire dans un pays, c'est à partir du mois, c'est-à-dire à partir du nombre de semaines où ce n'est pas possible de faire vivre un fœtus en dehors de l'utérus, tout ce qui se passe jusqu'à cette limite-là est appelé avortement, ou bien ce qu'il a appelé fausse couche. C'est-à-dire, l'enfant qui sort de l'utérus, on ne peut pas le faire vivre. Dans les pays développés et autres, 22 semaines, c'est-à-dire environ une grossesse de 5 mois, environ, eux, ils peuvent faire vivre. D'autres, même dans d'autres pays, ils peuvent faire vivre au-delà de 3 mois, environ 4 mois, ils peuvent faire vivre ça. Là, on ne parle pas de fausse couche, on parle plutôt d'accouchement prématuré, parce que là, on peut faire vivre le fœtus. Mais avant ça, on parle d'avortement ou bien on parle de fausse couche. Ce que vous devez savoir, c'est que l'œuf, c'est-à-dire le bébé qui est dans le ventre, lorsqu'il n'a pas assez de sang qui circule en lui, il ne peut pas vivre là-bas. Le bébé est malformé. Il a dit que lorsqu'il y a la fausse couche, souvent, c'est des malformations et d'autres conditions qu'il a expliquées. Mais il faut savoir que tout n'est que circulation. Tout ce qui est en nous, que ce soit un bébé ou un organe, tant que la circulation ne peut pas se faire, l'organe ou le bébé ne va pas vivre. Et ça, c'est ce qu'il a appelé fausse couche. Mais dans le premier trimestre, là, il a parlé de quelque chose qui est dangereux, qu'on appelle la grossesse extra-utérine. C'est quoi? C'est-à-dire que la grossesse, au lieu de vivre, revenir vivre dans l'utérus, il n'arrive pas à revenir dans l'utérus. Il reste en dehors de l'utérus, dans les trompes, ou bien il peut aller même dans l'abdomen. C'est ça qu'on appelle grossesse extra-utérine. Bref, ces trucs-là se signalent par des douleurs ou bien des saignements. Des fois même, c'est des variations de la tension et autres qui sont toujours des témoins de la circulation, d'une baisse ou d'une augmentation de la circulation, globalement. En dehors de ça, il a parlé de l'éclampsie, qui est en fait les complications de la maladie supposée hypertensive chez la femme enceinte. Mais il a dit quelque chose, il a ajouté que ce n'est pas dans les définitions, mais dans le diagnostic. On l'utilise, la femme qui fait pipi avec de la protéine. Comme s'il avait un mot barbare encore, un syndrome néphrotique, par exemple. Et après, il a parlé de... Comment appelle-t-on? De l'hématome, du placenta prévia. Prévia, pourquoi? En fait, comprenez ceci. Normalement, quand l'enfant est dans l'utérus, le placenta, c'est le barrage qui doit alimenter l'enfant en sang. Comme je vous disais, le barrage hydroélectrique, le barrage qui doit alimenter l'enfant, c'est ce qu'on appelle le placenta, en gros. Ce placenta, normalement, ne devait pas barrer la route pour que l'enfant puisse sortir et rentrer, c'est-à-dire puisse sortir tranquillement de son paradis. Mais il arrive que le placenta, au lieu d'être au fond, d'être à des endroits qui n'empêchent pas l'enfant de sortir quand il voudra, se place devant la sortie de l'enfant. C'est-à-dire, c'est un placenta obstacle qu'on appelle le placenta prévia. Le placenta devient un obstacle à la sortie de l'enfant. C'est tout juste ce que ça veut dire. Mais vous savez, le placenta, je vous le dis, c'est un barrage hydroélectrique pour l'enfant qui doit alimenter l'enfant. Ce barrage,
normalement, doit être au lieu où on doit pouvoir recueillir tous les sangs, les ruissellements et autres, pour pouvoir garantir à l'enfant autant de sang qu'il faut. Malheureusement, dans certains problèmes de l'utérus ou des problèmes de vaisseau, comme il le dit, de l'endomètre, on n'a pas pu placer le barrage ailleurs que vers la sortie. Et là, la sortie étant bloquée par le barrage, on ne peut plus sortir là. Il faut téléporter. C'est ce qu'il a appelé césarienne ou accouchement par voie haute. Le placenta prévia, c'est ça. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un placenta qui est un obstacle à la sortie de l'enfant normalement. Ensuite, il a parlé d'hématome rétroplacentaire. Hématome rétroplacentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Le placenta, c'est toujours le placenta. Je considère le placenta comme le barrage qui alimente l'enfant, qui permet à l'enfant de vivre, d'élever tout. Maintenant, il y a rupture à un endroit donné de ce barrage-là. C'est pas les caillots. Vous savez que ces organes-là, tous leurs problèmes, c'est les caillots. Et c'est les caillots qui décollent, c'est-à-dire qui entraînent une rupture de barrage. Et cette rupture de barrage peut tout emporter. Et l'enfant et la maman. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que tout ce qu'il a dit, moi je comprends très bien, mais pour vous c'est difficile. En gros, il a parlé de menaces d'accouchement prématuré. Je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, la différence entre avortement, c'est-à-dire fausse couche et accouchement prématuré. Lorsque l'enfant, on peut le sortir de l'utérus et lui permettre, par d'autres moyens, qu'il grandisse en dehors de l'utérus, on parle plutôt d'accouchement prématuré au lieu de fausse couche ou d'avortement. La rupture utérine, bon, là, c'est l'utérus, normalement, s'ouvre par le bas, par le col pour que l'enfant descende. Mais l'enfant, il y a des situations où il ne peut pas descendre par le bas et il trouve un moyen ailleurs. C'est ça qu'on appelle rupture en gros. Je l'ai expliqué un peu ce qui se passe, mais comme je vous le dis, tous ces problèmes, la plupart du temps, ne sont liés qu'à la circulation. Et la circulation n'a qu'un seul problème, c'est les caillots. Et il a tellement bien dit que lorsqu'on alimente les femmes correctement, en leur donnant tout ce qu'il faut pour permettre la circulation, éviter l'acidose, ces problèmes ne se posent pratiquement pas. Et il a ajouté, sans oublier l'enfant, il a dit, mais l'enfant, dans tout cet état-là, manquant d'oxygène, c'est-à-dire, en fait, manquant de sang qui vient régulièrement pour lui apporter de l'oxygène, va avoir une souffrance. En fait, c'est une acidose. Une acidose qui peut venir de la maman, mais normalement, dans ces temps-là, la maman respire bien, mais c'est les voies de transport du sang, de partage du sang entre la maman et l'enfant qui font que l'enfant n'a pas assez d'oxygène. Et quand c'est comme ça, la meilleure solution, c'est de sortir l'enfant. Il a tellement si bien dit, mais il vous a dit que vous avez une chance formidable ici. Tous ces problèmes que la femme enceinte peut avoir ne sont liés qu'à la circulation sanguine. Et que vous savez qu'il n'y a aucune maladie sans caillot. Vous le savez ici. Mais le docteur vient de vous dire encore que il n'y a pas ces problèmes sans problème de circulation sanguine. Un problème de circulation sanguine veut dire caillot. Problème de circulation sanguine veut dire caillot dans la circulation entre la maman et l'enfant. Toutes ces maladies-là ne sont liées qu'à ça. Vous voyez, si vous voulez éviter tout ça, il faut apporter de l'oxygène en quantité, permettre à ce que le sang circule. Vous voyez, ça revient à mettre la dame sous des produits comme AIM, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui permettent aux femmes de vivre comme il l'a dit quand on était au village. Quand on était au village, il n'y avait pas ces problèmes-là, ces urgences-là, il n'y en avait pas. Les gens vont au champ, ils reviennent, ils mangent, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils accouchent normalement sans ces problèmes. Et si ces problèmes surviennent en ville,
c'est justement parce que on mange mal. Et quand on mange mal, notre sang se coagule. Donc, si on doit porter une vie, la vie aussi en souffre. Et le conseil qu'il a donné, il n'a pas dit en ces termes, mais moi je le dis directement, il faut mettre les femmes enceintes sous des compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires qui permettent aux femmes d'avoir l'oxygène qu'il faut pour bien oxygéner l'enfant, c'est-à-dire lui transporter le sang à foison pour qu'il se développe correctement sans souffrir jusqu'au bout. Vous voyez, je résume tout et ce que je dirais ici, tout simplement, sans les détails techniques, je vous dirais, toutes les urgences vous sont dites. Mais ce que vous devez retenir, c'est quoi? Il n'y a pas ces urgences sans problème de circulation. Tant que le sang circule correctement et transporte l'oxygène correctement, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs pour ça que je vais donner, c'est cet exemple, les femmes drépanocytaires ont des difficultés naturelles, même en mangeant bien, ont des difficultés naturelles, ont de ces complications le plus souvent pour pouvoir enfanter. Donc vous voyez que tout n'est lié qu'aux problèmes de circulation et les problèmes de circulation sont aggravés aujourd'hui par la malbouffe. Une femme enceinte qui mange fruits et légumes la plupart du temps avec un peu de choses, avec peu d'autres choses comme au village, n'aura pas ces problèmes. Mais puisqu'on est en ville aujourd'hui, on n'a pas la chance de vivre comme au village, le docteur l'a dit, il faut les mettre sous des compléments alimentaires bien indiqués. Et c'est ce que vous devez retenir globalement de ces urgences-là. Il n'y aura pas d'urgence, il n'y aura pas de ces problèmes tant qu'on leur donne des fruits et des légumes qui permettent d'oxygéner correctement l'enfant dedans et en permettant une bonne circulation et c'est fini. Même les femmes drépanocytaires, quand on les met sous ces compléments alimentaires, tout est réglé. Je crois avoir résumé globalement ce que le docteur a dit et avoir permis aux gens, et à tous ceux qui sont dans la salle, de mieux comprendre les urgences et de savoir qu'il n'y a pas d'urgence chez la femme en procréation sans problème de circulation. Et les problèmes de circulation sont liés à la malbouffe la plupart du temps ou bien en presque totalité, tout le temps. Voilà en gros, merci. J'espère que j'ai transcrit avec fidélité ce que le docteur a dit sans entrer dans les détails techniques. Merci encore, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Amadou. Merci, docteur Amadou. Merci à vous tous. On continue le débat. Il paraît que bon, docteur est en train de nous donner la possibilité de poser des questions. Eh bien, docteur, c'est ça, non? Oui. Ok, oui, bon, nous sommes plus de 78 dans la salle. Si quelqu'un a des questions à poser ou bien des zones d'ombre, vous pouvez poser, on vous donne les explications. Il y a déjà la Moussa qui dit merci pour cette présentation très vitaminée. Comment revenir après, comment revoir plutôt après la vidéo en différé? Eh bien, je vous fais comprendre en même temps que bon, vous irez sur Facebook. Après les séances, on envoie toujours la vidéo sur Facebook ou bien dans notre forum AIM Afrique francophone. Oui, eh bien, il suffit d'aller sur Facebook et de taper Global G plus Sarl. Vous avez toutes les vidéos là-bas. Oui. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions à poser, l'occasion est là. Les deux docteurs sont avec nous. Il y a déjà Enia qui dit « Merci beaucoup, docteur. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment éviter une fausse couche lorsqu'on a un col ouvert, lorsqu'on
née enceinte. Eh bien, docteur, j'espère que vous avez compris la question. Oui, et ça, c'est très technique. Et la question qu'il vient de poser, je vais laisser le docteur Amadou répondre à la question parce que lorsque on parle de fausse couche, c'est parce qu'il y a un avortement, parce que le col est ouvert, on fait ce qu'on appelle le cerclage. Mais il est plus spécialisé dans ça. Je lui laisse la parole. Je lui laisse la vedette. Merci, docteur. Effectivement, comme vous l'avez dit, lorsque le col est ouvert, on regarde aussi les antécédents de la femme qui est enceinte. Si elle a eu à faire des fausses couches tardives, cela plaide en faveur d'un cerclage. Si elle a eu à faire des curetages, des avortements à répétition dans sa jeunesse, bon, avant de tomber enceinte, on va aussi faire le cerclage. Mais dans les cas où le col n'est pas très ouvert, c'est la première grossesse, il n'y a pas de contraction en tant que telle, on la suit de près, on lui donne des antispasmodiques, on la fait bien manger et puis on ne fait pas de cerclage. Donc cela dépend de la dame et de ses antécédents et puis de l'ouverture aussi. Si c'est très ouvert, on doit faire un cerclage. Mais si c'est une petite ouverture avec de bons antécédents, on peut laisser comme ça et puis surveiller. Eh bien, merci. Merci bien, parce que tout a été clair. J'espère que la personne qui a posé la question est satisfaite de la réponse. C'est ça. Oui, merci beaucoup, docteur. Nous allons lire. Oui, bon, il y a Michael Joss qui nous donne le lien sur lequel vous pouvez trouver les vidéos des différentes prestations. Donc, il nous a donné le lien. Si vous allez dans votre chose, vous allez voir Michael Joss. Merci beaucoup, monsieur Michael Joss. Il y a Bibirando du Togo qui pose cette question. Est-ce que la position d'un bébé peut conduire à une intervention chirurgicale, césarienne, par exemple? Merci. Je laisserai toujours la parole aux spécialistes, mais vous savez, la position d'un bébé qui a grandi normalement, qui arrive à terme pour l'accouchement, on peut faire des manœuvres. Lorsque ce n'est pas trop risqué, on peut faire des manœuvres pour pouvoir faire accoucher si le col s'ouvre normalement et autres. Mais il a parlé de quelque chose dont j'ai pas voulu parler parce que le circulaire du cordon dont il parlait, dans ces manœuvres, si on ne sait pas le faire, le cordon peut s'enrouler autour de l'enfant en s'étirant parce que le cordon, c'est ça qui amène du sang, du barrage dans le corps de l'enfant. Ça peut se fermer et donc l'enfant sera asphyxié et tué. Donc, ces manœuvres, lorsque c'est trop risqué, la seule voie qui reste, c'est de sortir l'enfant par le haut. Et là, il est le spécialiste, il donnera plus de détails. Je l'ai résumé comme ça, mais je laisse au docteur Amadou de vous donner la réponse détaillée. Non, le docteur a tout dit. Le docteur Amégan, vous avez déjà tout dit, il n'y a rien à ajouter. C'est clinique, c'est clair et net. Ok, merci beaucoup, docteur Amadou. Il y a Enya qui demande ceci. Merci beaucoup pour la réponse. S'il vous plaît, peut-on avoir la référence ou bien contact du docteur? Eh bien, Enya, vous parlez de quel docteur? De docteur Jean-Paul Amégan ou bien de docteur Amadou? Il va parler du docteur Amadou. Et ça, c'est inbox. C'est ça. Inbox. Pour on ne fatigue pas le docteur Amadou. D'accord. Vous allez gérer ça en inbox avec lui. Il y a une question vous pouvez avoir ce contact totalement. Oui. Voilà. Il y a une question qui vient de Je parle du docteur Amadou. Hein. Oui. S'il vous plaît, Fabrice, votre micro a des problèmes. Ah, ok. J'espère que la cabine peut nous aider. Ok. Il y a la cabine qui dit qu'il Fabrice, on ne vous entend pas. Oui. Et je suis en train de parler avec la cabine qui dit qu'ils me reçoivent bien là-bas. Je ne sais pas si c'est à votre niveau ou bien si les autres aussi Fabrice, on ne vous entend pas. Allô, docteur Amadou.
Allô, docteur Amadou, vous me recevez? Allô, docteur Amadou? Allô, docteur Amadou? Oui, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Vous Oui, me je vous reçois, recevez? monsieur Fabrice. Ok, Oui, d'accord. oui. Ok. Donc, il semble qu'il y a 5 un sur petit 5. souci au niveau du docteur Jean-Paul Amégan. Il semble qu'il y a un petit souci au niveau du docteur Jean-Paul Amégan. Sinon, docteur Amadou me reçoit 5 sur 5. On va poser, il y a encore une question qui vient de Daniel Aoui. La question dit ceci. Pourquoi les nerfs de certaines femmes Ah bon, enceintes se donc, font voir ce sur le doit être à corps? mon niveau, moi je l'entends pas. Ah oui, ça doit être à votre niveau, docteur Jean-Paul Amégan. Essayez de manipuler un peu et voir bon, si vous allez me recevoir. On continue toujours. J'espère que docteur Amadou va nous répondre à cette question. Pourquoi les nerfs de certaines femmes enceintes se font voir sur leur corps? Le pied s'enfle, des fois le visage. Oui, Alors, c'est ce que nous avons appelé. Oui, vous me oui, recevez? allez. Oui, on vous suit, on vous reçoit. Vous me recevez? Oui, oui, 5 sur 5. Vous pouvez parler. Ok, la Parlez, question c'est docteur. que pourquoi certaines femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ont des pieds qui Oui, s'enflent, non? oui. Et tout le Il y corps a les s'enfle, c'est nerfs ça, qui non? se font voir. Oui, il y a les nerfs qui se font voir. Et puis, visage enflé, les pieds qui sont enflés, tout ça là. Pourquoi les nerfs de certaines femmes enceintes se font voir sur leur Il y a des- corps? Les pieds s'enflent, des fois le visage. Non, les nerfs ne peuvent pas se faire voir. Ah, On ne voit pas un nerf. c'est ça. La question C'est-à-dire le pied que... s'enfle, le visage s'enfle, le corps peut s'enfler. Et ça se voit dans deux situations. Lorsque la maman a ce qu'on appelle la prééclampsie, c'est-à-dire que la pression artérielle est montée, ça peut s'associer à une insuffisance rénale. Donc, quand il y a une insuffisance rénale, elle ne pisse pas et donc elle s'enfle. Vous voyez. Donc, c'est la prééclampsie associée à l'insuffisance rénale qui fait enfler les femmes. Je ne sais pas si vous me faites. Si vous Ok, faites... merci beaucoup. Merci beaucoup. Je En attendant m'excuse que parce que il y a une partie que j'ai pas suivie parce que j'avais pas le son retour. c'est Donc, ça. il y a toute la partie développée par le docteur tout à l'heure. Quand vous parliez aussi, je ne vous suivais pas. Je suis désolé. Ok. Est-ce que vous nous recevez maintenant? Maintenant, c'est bon. Ok. La question était ceci. Pourquoi les nerfs de certaines femmes enceintes se font voir sur leur corps? Le pied s'enfle et des fois le visage. C'était la question à laquelle le docteur Amadou nous a répondu. Si vous avez Ben, peut-être quelque chose à... j'ai entendu ça et j'ai entendu la fin de l'intervention du docteur. Ça a été parfait. Ok. Oui, oui. Merci. Il y a leader parfait du côté du Niger qui nous dit ceci. Comment explique-t-on les infirmités motrices cérébrales et les cas de spina bifida chez les enfants à la naissance? Il y a des gros mots ici. Hein? Oui. Ah oui. L'espina bifida. L'espina bifida. L'espina bifida, ça arrive lorsque la maman ne se nourrit pas bien. Donc, tout revient à l'alimentation. Lorsque la maman manque d'acide folique, c'est-à-dire que dans notre alimentation, ce qu'on appelle, il y a différents types de nutriments dans notre alimentation. Lorsque la maman manque d'acide folique, elle risque d'avoir le spina bifida et d'autres malformations. C'est pour ça qu'on dit, en principe, une grossesse doit être planifiée de nos jours. Il faut que la maman commence à bien manger, qu'elle se sente bien en forme avant de tomber enceinte. Bon, ce que nous on fait, c'est que on donne de l'acide folique aux femmes qui veulent tomber enceintes. Lorsqu'on les voit pendant le moment où elles désirent la grossesse, pour éviter le spina bifida. Mais une fois que vous les voyez pendant la grossesse, quand c'est au début, vous pouvez mettre l'acide folique pour éviter le spina bifida. Mais quand la grossesse est déjà
au-delà de 4 semaines, tout ce que vous allez donner comme médicament ne pourra pas agir parce que le truc a déjà, la malformation a déjà eu lieu. Donc, c'est la réponse que nous avons en gynécologie obstétrique. On va passer la question au docteur aussi, docteur Mégan, pour voir sa réaction. Oui, pour commencer, qu'est-ce que la spina bifida? En fait, c'est une malformation qui empêche la fermeture de la colonne vertébrale de l'enfant vers le bas. Normalement, la colonne vertébrale se ferme totalement vers le bas, mais il peut arriver que la colonne vertébrale vers le bas, c'est-à-dire la partie qui peut ressembler un peu à la partie où il y a la queue chez les animaux, où la queue est fixée chez les animaux, cette partie-là, normalement, chez nous, n'existe pas, ça se ferme normalement. Mais il peut arriver que cette partie-là ne se ferme pas chez un enfant. Il y a deux cas. La spina bifida, cystica et occulta, c'est-à-dire ce qui est visible et ce qui est invisible. La plupart du temps, les enfants qui ont ces problèmes, cette malformation, peuvent avoir une grosse boule. Là-bas, c'est comme si la queue veut pousser, mais ça n'a pas poussé, ça fait une boule. Là-bas, comme pour, comment l'appelle-t-on, les lapins et autres, comme ça fait une boule. Mais chez certains enfants, vous ne voyez même rien là-bas. C'est à la radio qu'on va découvrir que la partie ne s'est pas fermée. La plupart du temps, ces enfants ont des difficultés pour marcher parce que la queue de cheval, la terminaison de la colonne vertébrale, je veux dire de la moelle, n'est pas bien faite et ces enfants ont des problèmes pour marcher. C'est ça la spina bifida. C'est une malformation qui empêche le bout vers la terminaison de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qui laisse un trou. Et là, les terminaisons de la moelle osseuse peuvent sortir par là, faire une boule, ou bien peuvent ne pas sortir de façon invisible et rester là, mais ça empêche l'enfant d'avoir tous les nerfs qui doivent aller vers le pied pour qu'il marche normalement comme les autres. C'est ça, cette malformation-là qu'on appelle avec ce nom, ce gros nom barbare, spina bifida. C'est-à-dire, la spina, c'est la moelle épinière qui se fend, qui se divise. C'est bifide. Ça se divise. Voilà, en gros. C'est tout ce que vous devez savoir. Merci. Oui, merci beaucoup, docteur. Le docteur a dit qu'il faut prendre pour éviter, mais je vous ai dit, il n'y a pas de malformation sans problème de circulation. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de malformation sans caillot. Quand il dit, il prescrit des folates et autres, ces folates-là, c'est pour corriger les problèmes de circulation, les problèmes d'anémie et autres, pour que ces malformations-là soient évitées. Voilà. Eh bien, docteur, merci beaucoup pour l'explication. Moi aussi, j'ai un petit souci là, bon, je voudrais que vous m'éclairissiez sur ça. Entre-temps, j'ai rencontré une amie d'école, et puis c'est une jeune dame, c'est une jeune dame, elle doit être dans les quarantaines, et elle a presque perdu la plupart de ses dents. Et quand moi, je lui avais posé la question de savoir pourquoi cela, elle m'a dit que c'est pendant l'accouchement, qu'après avoir accouché, bon, je sais pas, elle a expliqué la chose, je sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec la grossesse et puis l'accouchement? Oui, ça a un rapport, mais je laisse le spécialiste répondre parce qu'il est habitué à ça. Il voit des femmes qui à chaque grossesse, perdent leurs dents, comme les femmes qui mangent chez nous ce qu'on appelle le calabar et d'autres choses, mais je lui laisse la primeur pour qu'il vous réponde. Eh bien, docteur Amadou, j'espère que vous allez nous aider à comprendre cette... Oui, j'ai pas compris, c'est la femme qui a... Oui, c'est une jeune dame, La femme a accouché et a perdu ses dents. Oui. Chaque fois, oui, elle m'a fait comprendre qu'elle a fait 2 enfants et elle a perdu la plupart de ses dents. Là, j'ai jamais rencontré ce cas. Je laisse la question à mon grand frère. En fait, la compréhension qu'on donne à cette chose, c'est que, vous voyez, les dents sont des os. Les dents sont des os
qui ont besoin d'être entretenus et alimentés correctement. Mais il arrive que lors des grossesses, les femmes manquent de calcium pour former correctement les os de l'enfant qui est en elle. Et là, l'organisme, c'est l'explication que moi je connais de la chose, l'organisme sacrifie le calcium qui doit aller vers les dents pour le consacrer à la fabrication de l'os de l'enfant. Ainsi, les dents deviennent dévitalisées et tombent naturellement pendant les grossesses. Et normalement, c'est 1 ou 2 dents par grossesse. Mais il y a, dans des rares cas, des femmes qui perdent plusieurs dents. Mais c'est des choses qu'on remarque rarement dans nos milieux parce que les femmes, vous voyez, il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles mangent de l'argile et puis un truc qu'on appelle calabar. Je ne sais pas comment. C'est ça. Argile, qu'on appelle ça communément calabar chez nous. Bon, les femmes mangent ça, mais ce qu'on a su après, c'est que c'est souvent des femmes qui manquent de calcium. Et bon, puisqu'on ne peut pas faire la radio à tout le monde, les rares femmes chez qui on a fait des radios, on a constaté que leurs os se décalcifient en ces moments-là. Ces femmes, il suffit de les mettre sous du calcium, normalement des calciums qui sont supportés par la grossesse, elles ne perdent pas leurs dents. Mais c'est l'explication, peut-être empirique, que moi je connais de la chose. C'est des problèmes de calcium, d'intégration du calcium dans l'os et du calcium nécessaire pour fabriquer les os de l'enfant qui font que le corps de la mère, Dieu a toujours bien fait les choses, le corps de la mère sacrifie les dents. Sacrifie les dents pour fabriquer plutôt les os du bébé ou du fœtus qui est dedans. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Ça, je ne sais pas, c'est maintenant très rare. C'est pour ça que le confrère n'en rencontre plus, c'est maintenant très rare parce que les femmes enceintes sont supplémentées naturellement en calcium et c'est maintenant devenu très très rare. Mais à notre temps, il y en avait encore. Et les femmes qui mangent argile ou calabar, là, il y en avait plein. Mais bon, aujourd'hui, c'est rare. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a un autre cas. Pourquoi certaines femmes, après l'accouchement, elles perdent leurs membres, surtout les membres inférieurs? C'est-à-dire perdre le membre inférieur, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus marcher, une paraplégie, c'est ce que vous voulez dire? Ça, quelque chose comme ça. Elles n'arrivent plus à avoir à utiliser leur... Une paralysie des 2 membres inférieurs. Il y a plusieurs explications à ça, mais ce que vous devez savoir, c'est que on ne perd pas les 2 membres inférieurs tant que le sang circule correctement dans les 2 membres inférieurs. C'est d'ailleurs pour ça que dans les problèmes de complications de phlébite, c'est-à-dire d'infection des veines ou des problèmes de circulation, on perd souvent les 2 membres inférieurs. Mais vous savez, le bassin de la femme, c'est une zone de barrage où le sang est concentré pour pouvoir alimenter l'enfant, avec le barrage que nous appelons placenta. Mais cette zone-là peut être truffée de caillots, vu tout ce qui se passe là au moment de la grossesse. Et ça fait que la femme aura des problèmes de circulation vers le membre inférieur. En fait, lorsqu'on n'arrive pas à marcher avec les problèmes de membre inférieur, le docteur Amadou doit se rappeler des problèmes d'artérite des membres inférieurs avec la tétrade de Griffith qui montre qu'il y a une paralysie qui s'installe tant que le sang circule mal vers les membres. Or, chez une femme enceinte, le bassin peut être cause, siège de problèmes de circulation. Ça, c'est le côté global. Mais il peut arriver que lors de l'accouchement, qui est un accouchement difficile, mais qu'on a essayé quand même de faire vers le bas, qu'on soit amené à faire une épisiotomie, c'est-à-dire l'enfant sort, mais la tête n'arrive pas à sortir de la vulve, c'est-à-dire
et on est obligé de déchirer. Or, si cette femme-là, l'utérus est déchiré de dedans, le col de l'utérus est déchiré, le vagin est déchiré, et ce n'est que vers le bout qu'on a mis le ciseau pour que l'enfant passe. Dans la suture de ça, on ne prend pas le temps d'aller suturer les muscles du bassin déchiré. Ça fait que certaines femmes ont des problèmes d'équilibre. On a rencontré quand j'étais encore interne en gynéco. Ils ont des problèmes d'équilibre. C'est pour ça qu'on fait une épisiotomie à une femme, il faut la ramener au bloc opératoire pour faire correctement les sutures et vérifier le passage de l'enfant jusqu'au niveau de la vulve. Bon, mais ça ne se fait pas comme ça. Et la plupart du temps, après, les muscles du bassin ayant subi des déchirures et autres peuvent poser des problèmes à l'équilibre de la dame, au déplacement de la dame. Mais ça n'entraîne pas dans ce cas une paralysie totale. Non. Mais les paralysies totales sont dues à des caillots. Je laisse la parole aux spécialistes pour qu'il en parle et pour qu'il parle. Mais je suis sûr que c'est maintenant très, très, très rare ces cas-là parce que les césariennes se font assez rapidement. Mais, comme je le dis, chez les femmes chez qui on fait des épisiotomies et qu'on n'a pas pris soin, chez qui on n'a pas pris soin de les amener au bloc opératoire pour vérifier correctement le vagin, l'utérus et refaire les sutures et suturer les muscles du bassin correctement, chez ces femmes-là, on aura ces problèmes après. Bon, c'est ce que je savais, mais le spécialiste va nous ajouter la quintessence de son milieu. Ok, docteur Amadou, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Je crois que le docteur a tout dit. Tout ce que je peux ajouter, c'est que il ne faut pas oublier les caillots qui montent dans le cerveau aussi. C'est-à-dire, après un accouchement ou bien une césarienne, un accouchement compliqué où on a appuyé sur le ventre, les caillots peuvent migrer. Ils montent dans le cerveau, ils vont causer des dégâts. C'est comme ça qu'on a aussi, on peut avoir, comment on appelle-t-on, des paralysies partielles ou totales de certains ou d'autres de plusieurs membres après un accouchement ou après une césarienne. C'est pour ça que après les césariennes, on doit mettre systématiquement les femmes sous anticoagulants. Oui. Bravo. Après un accouchement compliqué, une césarienne, il faut mettre sous anticoagulants. Tout est problème de coagulation. Tout est problème de coagulation. Tout le temps. Les paralysies, c'est des problèmes de coagulation. Même quand on fait des trucs d'épisiotomie et autres, il faut suturer pour que la circulation se fasse correctement. Tout est résumé. C'est des problèmes de coagulation tout le temps. C'est pour ça que j'ai rappelé les artérites des membres inférieurs avec la tétrade de Griffith. Les gens n'ont aucun problème de nerfs ni autre chose, mais c'est un problème de circulation qui font que ils ont une paralysie après. Or, le bassin, au moment de la grossesse, c'est un lieu de fabrication de caillots, ainsi de suite. Donc, vous avez tout vu. Merci encore, docteur Amadou. Merci à nos deux docteurs. On continue avec cette question de leader parfait qui vient du Niger, qui est du côté du Niger. Il dit ceci, peut-on donner Angel I à une femme allaitante? J'ai pas fait le test spécifiquement chez une femme allaitante. J'en ai pas fait. Mais ce que je vous dirais, il vaut mieux ne pas. Ok. Il vaut mieux ne pas parce que c'est des produits qui sont... Et ce produit est fait pour permettre à la femme de retrouver sa jeunesse, sa fertilité et tout. Mais lorsque elle est allaitante, il vaut mieux éviter Angel E. Il faut donner d'autres choses que de donner Angel E. Par exemple, le groupe Maïchoko, ça c'est très intéressant pour les femmes enceintes, les mamans allaitantes. Oui. Je suis sûr que, en connaissant Angel E, le docteur, avec ses patientes qui ont des dysménorrhées et qui ont des problèmes de ménopause, il va les rajeunir,
leur permettre de vivre encore longtemps une vie hormonale assez équilibrée avec Angèle E. J'espère que vous en trouvez à Lomé. Oui, il y a Angèle E à Lomé ici, c'est bien vrai, c'est pas au siège, mais bon, on peut en trouver avec les leaders. Oui. Parce que c'est le compagnon le plus fidèle qui doit rester fidélisé à la femme. Mais je vous le dis, Angèle E, j'en prescris chez les personnes âgées aussi. Les hommes âgés. Les hommes âgés, oui. Merci beaucoup, docteur. On continue avec la question de cette deuxième question de Parfait. Comment explique-t-on les prolapsus utérines chez les femmes après accouchement? Comment explique-t-on les prolapsus utérines chez les femmes après accouchement? Je vais laisser la parole au docteur Amadou pour qu'il nous réponde. Prolapsus, c'est en fait un retournement de l'utérus qui tombe. Je laisse la parole au docteur Amadou pour vous répondre. Oui, un accouchement de nos jours doit être... C'est-à-dire que quand vous décidez d'accoucher une femme par voie basse, c'est que vous avez fait le check, le checking du bassin du fœtus. Vous savez que ça va sortir facilement. De nos jours, quand c'est difficile, il faut passer à la césarienne. Les prolapsus surviennent quand c'est l'accouchement est forcé. Soit on a poussé, il y a des gens qui poussent le fond utérin pour faire sortir l'enfant. Soit l'accouchement n'a pas été facile, mais on a mis des produits, des ocytocines pour vraiment forcer les choses. Donc quand l'enfant sort à frottement dur, vous voyez, tout sort. L'accouchement, en pratique, qui devait être physiologique, n'est plus physiologique. C'est un accouchement forcé. Vous allez voir que les organes vont avoir tendance à sortir. Et il n'y a pas que l'utérus. L'utérus sort le premier. Et dans certains cas, vous allez voir le rectum, même la vessie, ils vont pointer leur nez. Donc, les prolapsus, après l'accouchement, ce n'est le résultat que d'un accouchement forcé. Bien. En fait, ce qu'on dit sur le prolapsus utérin, c'est quoi? Ça dit, c'est l'utérus qui tombe. Et c'est ce que le docteur vous dit. Lorsqu'on force l'utérus, on pousse le fond, ou bien l'enfant ne peut pas sortir, on le force à sortir, l'utérus tombe. L'utérus tombe pourquoi? Parce que les muscles et autres, les tendons qui retiennent l'utérus en haut, se coupent. Et l'utérus tombe dans le vagin. C'est ce qu'on appelle le prolapsus. C'est un mot technique, mais qui veut dire tout simplement que l'utérus est tombé dans le vagin. C'est tout. Hein? L'utérus est tombé là. Pourquoi? Parce que tout ce qui le retient en haut est coupé. Coupé pourquoi? Parce qu'on a forcé, l'enfant ne pouvait pas passer par là. On veut à tout prix que l'enfant passe par là, descende par là, ou bien on pousse trop le fond de l'utérus et les hamacs, c'est-à-dire les muscles, les tendons qui retiennent l'utérus en haut, se rompent. Voilà. Là, il faut refaire une pexie. Souvent, il faut refaire une pexie, c'est-à-dire aller refixer l'utérus à son niveau d'avant. Et c'est une chirurgie assez lourde, mais bon, il est là, c'est son boulot, il va nous dire comment il s'en prenne. Oui, effectivement, j'ai un cas comme ça que j'ai opéré et elle est de nouveau enceinte. Voilà. Elle est actuellement au 5e mois après la taxi, après le positionnement de l'utérus. Merci. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, nos docteurs. Il y a Madame Adjamagbo Paulette qui veut être en contact avec docteur Jean-Paul Amégan. Elle dit ceci. Oui. Bonjour, docteur Amégan. C'est Madame Honorable Adjamagbo, une de vos anciennes patientes. J'aimerais pouvoir vous rencontrer ou bien, bon, vu qu'on vous a perdu de vue subitement. Merci. Eh bien, Fabrice, vous prenez son adresse, vous lui envoyez mon numéro. Bon, Madame Adjamagbo, Honorable Adjamagbo, vous pouvez me contacter en e-box et je vous
mettre en contact avec Dr Jean-Paul Amégan, mon numéro c'est 90 28 63 78. Allô, honorable Adjamago, retenez mon numéro, c'est 90 28 63 78. Donc, vous prenez contact avec moi et je vous mets en contact avec Dr Jean-Paul Amégan. Merci à l'honorable. Merci, 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 grande sœur et maman. Merci. Eh bien, bon, pour le moment, il n'y a plus de questions. On attend toujours, il nous reste encore quelques minutes, donc on attend impatiemment les questions des participants. On était au nombre de 80 et quelques, on tendait vers centaines. Et actuellement, nous sommes 65 participants dans la salle. Donc, si vous avez toujours des questions à poser, vous pouvez les envoyer. Il nous reste encore quelques minutes. Mais franchement, je dis merci, merci, merci au docteur Amadou qui a su, pour mieux servir toutes les femmes, à sacrifier sa matinée où il devait s'occuper de ses patientes chéries pour venir nous partager son savoir. Et merci à lui pour l'effort et la simplicité du message qu'il nous a donné. J'espère qu'on l'aura souvent quand on est connecté pour qu'il nous donne cette quintessence-là qui est trop cachée dans une spécialité, mais qu'on essaye de vulgariser aujourd'hui, car il l'a dit, si vous mangez bien, vous avez une bonne circulation et vous évitez de l'acidose à tout ce qui est en vous, vous n'aurez pas de problèmes d'urgence de son domaine. Sauf quelques rares cas. Et ça, chapeau à lui. Merci, merci beaucoup. Eh bien, il y a encore une question qui est là. C'est Botu Ayovi qui dit, est-ce qu'une femme qui a le myome peut tomber enceinte en prenant les produits de Alliance Emotion Global? Bon, la question est posée spécialement sur le truc d'Alliance Emotion Global. Moi, quand j'étais à Lomé, j'ai fait faire un enfant à une femme qui avait un myome de la taille de pamplemousse. Donc, on peut faire un enfant avec des myomes. Un myome. Je vais laisser la parole à plus d'expérience, à plus de communication liée à son expérience de la chose, mais un myome n'interdit pas une grossesse et n'interdit pas d'avoir des enfants. Mais des fois, le myome peut entraver l'évolution de la grossesse. Ce n'est pas une question de taille. Je vous ai dit, le myome de taille de pamplemousse, la dame l'avait, mais elle a fait un enfant quand je l'ai traité. Maintenant, concernant les produits AIM même permettent de digérer les myomes. Je dis, les produits AIM permettent de digérer les myomes. Si, avec les myomes, on peut avoir, même sans les produits AIM, on peut faire des enfants, encore que les produits AIM permettront de digérer les myomes, de réduire leur taille, de permettre une bonne circulation. Je crois que les produits AIM vont permettre de faire des enfants sans problème. J'espère que j'ai répondu à la question, parce que le myome, sauf quelques rares cas, le myome n'empêche pas la grossesse, parce que pour que le myome empêche la grossesse, il faut qu'il y en ait qui bloquent totalement les deux trompes, mais c'est rare, c'est très rare. Mais par contre, le myome peut empêcher l'évolution d'une grossesse. Et ça, c'est la compréhension que vous devez savoir. C'est-à-dire, l'enfant, le fœtus qui vient dans l'utérus de sa mère peut avoir des problèmes de croissance, de développement à cause du myome. Mais le myome n'empêche pas qu'on tombe enceinte ou bien qu'on conduise une grossesse jusqu'au bout. Non.
On peut même gérer ça et à la fin, faire une césarienne et en double, enlever le myome. Mais le docteur Amadou est très spécialisé dans ça. Il va vous donner son expérience. Bon, lui, il est dedans tous les jours. Il va vous dire ce qu'il y a de plus. Eh bien, docteur Amadou. Docteur Amadou. Alors, docteur Amadou. Je crois que le docteur Amégan a tout dit. Hein. Oui, le docteur Amégan a tout dit. Tout ce que j'ai ajouté, ce n'est que de renchérir ce que le docteur a dit. On peut avoir un fibrome, tomber enceinte, accoucher normalement avec le fibrome. Il y a des femmes conçues comme ça. Elle a le fibrome. Quand le fibrome ne dérange pas, on ne fait même pas la césarienne. On la laisse tomber enceinte avec son fibrome. On ne parle que ces fibromes dont le docteur parle, des fibromes qui sont gênants. Un gros fibrome qui remplissent tout l'utérus, qui vont empêcher le déroulement de la grossesse. Pour ces fibromes, il vaut mieux les enlever avant même que la femme tombe enceinte. Les gros fibromes qu'on sait qu'ils peuvent empêcher le déroulement d'une grossesse, il vaut mieux les enlever avant qu'elle tombe enceinte. Mais si la grossesse tombe avec un fibrome, le plus souvent, il n'y a pas trop de problèmes. Et il y a un dicton qui dit myome et grossesse font bon ménage. Myome et grossesse font bon ménage. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, docteur Amadou. Merci, docteur. On continue. Ça, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que myome et grossesse, c'est comme un couple. Je ne savais pas. Ah oui, aujourd'hui, nous avons encore appris avec le docteur Amadou. Oui. Myome et grossesse font bon ménage, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, ce que je vais ajouter même, ce que je peux... Allez-y, docteur Amadou. Je vais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Oui, lorsque vous avez un fibrome, si possible, évitez de vous faire opérer, si c'est possible. Parce que l'opération du fibrome entraîne plus de complications. Oui. Mais, docteur, vous voyez avec quelle honnêteté vous dites la chose. Beaucoup disent aux femmes qu'ils ne tombent pas du tout enceintes, que c'est à cause des fibromes qu'elles ne tombent pas enceintes. Or, il n'y a rien qui puisse empêcher une femme de tomber enceinte et que ce soit, c'est-à-dire, les fibromes ne peuvent pas empêcher une femme de tomber enceinte. Une femme qui ne tombe pas enceinte du tout, on ne peut pas doigter les fibromes. Il vient de le dire d'une autre manière. Si vous ne tombez pas du tout enceinte, cherchez le problème ailleurs. Mais si vous tombez enceinte et qu'il y a des problèmes, bon, on peut lier ça au fibrome. Alors qu'on vient de vous apprendre que grossesse et fibrome font bon ménage. Ça veut dire que le fibrome n'interdit pas la grossesse. Mais il y a des gens qui disent à des femmes qu'elles ne tombent pas enceintes parce qu'elles ont des fibromes. Et c'est les fibromes qu'il faut enlever pour qu'elles tombent enceintes. Vous voyez un peu, bravo docteur, parce que là, c'est une honnêteté que peu des gens du domaine ont aujourd'hui, parce que opérer les fibromes est mercantile, lucratif. Donc, on exploite l'ignorance pour pouvoir avoir le peu d'argent que la femme peut fournir. Mais on lui ment que c'est le fibrome qui lui empêche de tomber enceinte. Or, le fibrome n'empêche pas la grossesse. Ça peut empêcher l'évolution de la grossesse. Et même, on vient d'apprendre que ça peut même entretenir correctement la grossesse, puisqu'ils font bon ménage. Donc, on nous a souvent appris que des fois que le fibrome, ça mange l'enfant, ça mange le fœtus. Non. Je ne crois pas. On vient de vous dire, est-ce qu'on peut faire bon ménage en mangeant le fœtus? Oui, c'est ce qu'ils ont tendance à nous dire. Bon, c'est pourquoi j'ai applaudi, j'ai dit, mais bravo au docteur, parce que c'est les médecins divins
qui ont cette facilité et cette honnêteté-là de dire exactement ce qui se passe. Et il l'a dit. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Merci, Oui. docteur. Je tiens à informer aussi les leaders parce que c'est une question qui revient très souvent. Le C24, on peut le prendre jusqu'à 9 capsules par jour. 3 matins, 3 midi, soir, 3 matins, 3 midi, 3 le soir. Ça, c'est la dose d'attaque. Ça, c'est pour les pathologies vraiment. Donc, il y a des gens qui demandent si quelqu'un peut prendre jusqu'à cette quantité de C24 dans la journée. Donc, C24, on peut prendre ça 9 capsules Le par jour. C24, il n'y a pas de limite. Pour vous qui pouvez faire les tests, vous savez que seul le test peut vous donner la limite, en fait. C'est ça. Parce que quelqu'un chez qui on peut injecter le Lovenox, mais s'il doit, il doit prendre une dose efficace de C24, par exemple, ou bien une dose efficace de Vida, vous voyez, il n'y a pas de limite, en fait. C'est le test lié à son corps qui est la limite. C'est ça. Donc, c'est ça. Il y a une dernière question qui est là c'est de Conlani. Oui, j'arrive. Ok, d'accord. C'est une question qui vient de Conlani Aimé, qui dit ceci. Merci, docteur. Au-delà de Complete, Coledouze et MyChoco, accompagné d'une bonne alimentation, quels produits AIM peut-on conseiller à une femme enceinte souffrant d'hématie et qui a un manque du sang? Donc, je crois que le docteur s'est levé. Il va revenir très bientôt. Mais si docteur Amadou est là et qu'il a quelques notions, s'il peut nous dire quelque chose, ça va beaucoup nous aider. Allô, docteur Amadou? Allô, docteur Amadou? Activez votre micro, s'il vous plaît, docteur Amadou. Ou bien... Allô, docteur Amadou? Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Oui. Est-ce que vous avez entendu la question? Ou bien je reprends. Ça vient de Conlani, mais la question dit ceci. Merci, docteur. Au-delà de Complete, Coledouze et MyChoco, accompagné d'une bonne alimentation, quel produit AIM peut-on conseiller à une femme enceinte souffrant d'hématie et qui a un manque de sang? Vous voyez, une femme enceinte de drépanocytaire qui souffre d'anémie, la plupart du temps, l'anémie chez la femme drépanocytaire n'est pas une carence en fer ou en folate, c'est-à-dire la plupart du temps, l'anémie chez le drépanocytaire, c'est des problèmes de coagulation. C'est l'agglutination globulaire qui donne l'impression qu'on a une anémie. Pourquoi? Le sang qu'on prend pour rechercher l'anémie, c'est le sang circulant. Mais vous imaginez, lorsque les globules rouges s'agglutinent, ils ne circulent pas. Donc le sang circulant qu'on prend ne prend pas en compte les globules agglutinés, c'est-à-dire les caillots ne sont pas pris en compte. On va dire à la personne, il a une anémie, et elle a une anémie, mais l'anémie qu'elle a n'est pas une anémie ni liée au fer, ni liée au folate, c'est-à-dire à l'acide folique et autres. C'est une anémie la plupart du temps liée aux caillots. Donc, ces femmes drépanocytaires-là, il faut les mettre sous anticoagulants. Je conseille d'ailleurs de les mettre sous anticoagulants très tôt. Très tôt, c'est-à-dire le plus simple, c'est le Synchron, un quart de comprimé qu'on peut arrêter à 1 semaine ou 10 jours avant l'accouchement. Les problèmes d'anémie sont réglés. Maintenant, pour les produits AIM, les femmes drépanocytaires, donc, qui ont ces problèmes, si elles n'ont rien de grave, il vaut mieux mettre sous C24, parce que C24 contient tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que
le C24 contient des anti-âges qui peut poser des problèmes à l'enfant. Or, l'enfant, déjà, avec une mauvaise circulation, peut avoir des problèmes. Donc, ce n'est pas ça. On peut mettre C24, ou bien, de façon testée, on peut mettre sous Vidamax à des doses bien indiquées. Mais je vous dis, la meilleure solution, c'est de mettre sous Centron un quart de comprimé et de donner les autres, c'est-à-dire le Complete, le Colé 12, et vous verrez que tout va se passer sans problème. Le drépanocytaire va accoucher comme tout le monde. Parce que le problème du drépanocytaire, son anémie, ce n'est pas une anémie liée au fer. Ce n'est pas une anémie liée à l'acide folique. C'est une anémie due au fait que le sang se coagule. Il y a les globules rouges s'agglutinent. Or, pour poser le diagnostic d'anémie, c'est le sang qui circule qu'on prend. Ça ne prend pas en compte les caillots. Il faut faire d'autres tests pour comprendre ce que je dis. Mais ça ne demande pas tout ça parce que le résultat, c'est quoi? Permettre à ce que la femme ait du sang qui circule correctement, qu'elle évite son anémie. Et pour le faire, c'est mettre sous anticoagulant. À dose bien calculée, mais je vous dis, un quart de comprimé, un quart de Centron suffirait largement pour que le drépanocytaire vive sa grossesse tranquillement, comme tout le monde. Il faut lui donner le maïs choco, il faut lui donner le Colé 12, il faut lui donner le Complete, mais je préfère, dans ce cas, au lieu de donner du Vida, je préfère qu'on donne un quart de comprimé de Centron. L'anémie n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de lui donner du fer, de lui donner des... Comment l'appelle-t-on? Les folates, c'est-à-dire l'acide folique. On n'a pas besoin de lui donner ça. Voilà en gros. Okay. Mais le docteur a dit quelque chose de très important. Quelqu'un qui a des problèmes de coagulation, l'enfant est enclin à faire des malformations. Et il a dit que dans leur cas, pour la spina bifida dont on a parlé il n'y a pas longtemps, et ils mettent sous acide folique. Là, je préfère encore. Mais le fer, il ne faut pas donner du fer parce que le fer peut devenir, le fer qu'on prescrit là peut devenir toxique à la femme et à l'enfant parce que la femme, le drépanocytaire n'a pas besoin de ça. Vous allez voir que chez les drépanocytaires, ceux qui sont dans des états graves, elles ne saignent pas, on les transfuse. 2 semaines, 3 semaines après, on refait le contrôle de l'anémie. L'anémie est encore aussi grave qu'il y a 3 semaines. On transfuse encore, et ça, les gens ne l'expliquent pas correctement, mais je vais vous le dire. C'est parce que quand vous envoyez le sang va se coaguler. 2 semaines, 3 semaines après, vous envoyez, ça va se coaguler. La personne ne saigne pas. Le sang qu'on lui donne, ça va où? Ça veut dire que ça se prend en masse. Et vous allez retrouver le patient mort, des fois sous la transfusion, sous le sang là qu'on lui donne. Ça veut dire, vous donnez du sang à quelqu'un, la personne ne saigne pas, mais le sang disparaît. Et puis on met encore du sang. La personne ne saigne pas, le sang disparaît. On dit on ne comprend rien. Mais on ne comprend rien parce qu'on ne veut pas comprendre. Sinon, c'est le sang se coagule. Vous allez voir que le problème du patient au niveau des membres et autres s'aggrave, le sang se coagule. Et dans ces cas-là, seuls les anticoagulants, surtout le Lovenox, qui permettent de régler ce problème. Vous voyez? Bon, c'est des cas spécifiques. Je laisse la primaire au docteur Amadou, mais ça, ce que je dis là, le problème des anticoagulants, ce n'est pas correctement enseigné. Et le problème des anémies, quand on voit une anémie tout de suite, allez, paf, transfusion, ou paf, le fer et autres. Ce n'est pas ça. Il faut analyser correctement l'histoire de la personne. Chez la plupart, c'est des coagulations qui entraînent l'anémie. Une coagulation qui entraîne l'anémie, ce n'est pas du fer qu'il faut donner, ce n'est pas les folates qu'il faut donner, il faut donner des anticoagulants. C'est ça la clé. Voilà. Merci beaucoup, docteur. D'ailleurs, moi, je suis étonné ici quand je suis venu qu'on met les anticoagulants, le Lovenox, chez tous ceux qui ont eu des fractures, systématiquement. Et j'ai eu à travailler avec des chirurgiens pédiatres ici. Et quand on parlait des ostéomyélites, c'est-à-dire des infections des os et des muscles chez les enfants, je leur ai dit, mais tiens,
Ils m'ont dit que c'est les drépanocytaires qui ont ça. Le jour où je leur ai dit, mais si c'est les drépanocytaires qui ont ça, vous ne trouvez pas que il faut mettre des anticoagulants chez eux? Mais quand ils ont commencé l'expérience, c'est comme de la magie. C'est comme de la magie. Vous voyez? Donc, anémie, en fait, c'est la masse volumique. Il y a trop de fausses anémies. L'anémie du drépanocytaire est une fausse anémie. Parce que c'est une coagulation qui est les globules rouges qui sont pris en masse et le sang qui circule manque de globules rouges. Donc, il faut aller dissoudre les caillots pour que l'anémie se corrige. Voilà. Et ça, je suis sûr que le docteur Amadou va expérimenter ça maintenant le plus souvent et les drépanocytaires ne vont choisir que sa clinique pour aller accoucher. Vraiment, on est en train de faire la publicité pour la clinique du docteur Amadou. Non, il le mérite. Son honnêteté mérite ça. Ah oui. Il le mérite. Oui. C'est ça. Alors, docteur Amadou, vous avez quelque chose à ajouter à ce que le docteur Jean-Paul vient de dire? Allumez votre micro, s'il vous plaît. Docteur Amadou, allumez votre micro, s'il vous plaît. Eh bien, c'est bon. Oui, maintenant, ça va. Vous pouvez parler. Ouais. La remarque est la même. C'est que chez nous, ici, on ne met pas d'anticoagulants chez les drépanocytaires. J'ai fait 3 hôpitaux au moins dans le pays. J'ai presque pas vu d'anticoagulants chez les drépanocytaires. Vous voyez, on met l'acide folique, anti-inflammatoire, antalgique. Puis, on n'a pas de résultat. Vous voyez, les drépanocytaires, on les perd comme ça. Parce qu'on ne met pas d'anticoagulants. Dans notre pratique, on a trop peur d'anticoagulants. Moi-même, j'en avais peur, hein, parce que ça ne s'enseigne pas comme ça. Et à l'hôpital, ça ne se pratique pas. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut changer les choses. C'est ça. Il va falloir changer les choses. On sait que c'est un problème de coagulation, mais on ne met pas d'anticoagulants. C'est ce que je ne comprends pas aussi. Eh bien, merci beaucoup, docteur Amadou. Merci au docteur Jean-Paul Amédra. Il y a une toute dernière question, puisque le temps imparti est déjà passé. On va rapidement lire ça. C'est de Daniel Awi qui dit, c'est quoi la pancytopénie? C'est quoi la pancytopénie? La pancytopénie, c'est une diminution généralisée de tout ce qui est cellules du sang. C'est-à-dire une diminution généralisée de tout ce qui est cellules du sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes, tout. C'est ça qu'on appelle J'espère que j'ai bien entendu le mot. Hein. Pancytopénie, c'est ça en fait. Bon, je ne sais pas. Docteur Amadou? Non, c'est ça. Il a dit pancytopénie. Il n'a pas bien prononcé. Ouais. Ce que vous avez, c'est la pan comme panafricanisme. Oui. Cyto, c'est cellule. Voilà. Cytopénie, c'est la diminution. Oui. Des cellules. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Eh bien, merci à nos docteurs. Nous allons maintenant mettre fin à la séance du jour et nous allons passer le micro à tous nos deux docteurs pour les mots de fin. Alors, docteur Amadou, vous avez le micro pour votre mot de fin. Alors, docteur Amadou, vous avez le micro pour votre mot de fin. Un mot de fin. Oui. Pour mon mot de fin, je remercie toujours d'abord le docteur Amégan pour l'initiative, pour m'avoir fait connaître du public, du forum IM, et pour m'avoir donné la parole. Et ça me forme. Depuis que je suis docteur Amégan, depuis que je suis la conférence du docteur Amégan, je vous l'ai dit la dernière fois, ma vision des choses a changé et elle continue de changer. Et aujourd'hui, encore, après les questions que vous avez posées,
Et c'est à moi que vous faites du bien, en fait. Vous voyez, dans la vie, il faut toujours se former. Il ne faut jamais penser qu'on est fort. Il ne faut jamais penser qu'on a fini d'apprendre. Il ne faut jamais rester dans sa caverne. Il faut toujours sortir, voir ce qui se passe ailleurs. Depuis que j'ai intégré AIM, j'ai appris beaucoup de choses. Que les collègues qui n'ont pas encore intégré AIM. Donc, j'invite mes collègues qui ne font que de la médecine pure de voir autre chose, de voir ce qui est parallèle à notre médecine. Ils comprendront mieux notre médecine et ils soigneront mieux les malades. Donc, une fois encore, je remercie le Dr Amégan et puis AIM. Merci beaucoup, docteur Amadou. Nous passons au docteur Jean-Paul Amégan. Docteur Jean-Paul Amégan, vous avez le micro pour votre mot de fin. Merci. Je préférerais laisser le mot de clôture à docteur Amadou parce qu'aujourd'hui, les leaders de AIM ont eu la chance de l'écouter, ont eu la chance de comprendre que non seulement le président Chérif leur a donné une chance formidable, mais dans le groupe, il y a des personnes ressources qui leur disent exactement ce qu'il faut faire pour vivre tranquille, comme il a dit, pour vivre et accoucher comme les femmes de son village. Alors, je lui laisse le mot de clôture. Eh bien, docteur Amadou, le mot aux femmes du réseau. Merci, docteur. Mon mot de fin, c'est toujours l'alimentation. Je vais insister là-dessus. Il faut que nous fassions attention à ce que nous mangeons. Pour ceux qui ne suivent pas encore les conférences du docteur Amégan, j'invite vous qui suivez ces conférences à faire suivre par d'autres personnes. Ou bien à leur parler, en leur expliquant que tous nos problèmes ne viennent que de l'alimentation. Pour être en bonne santé, il faut qu'on ait une bonne circulation sanguine, il faut qu'on ait de l'oxygène. Et pour ça, il faut qu'on mange bien. Et comme aujourd'hui, notre alimentation est déficiente, il faut voir les compléments alimentaires qui peuvent nous aider à compléter notre alimentation pour avoir une bonne oxygénation, pour éviter les maladies, pour procréer facilement, pour tomber enceinte facilement, pour accoucher facilement. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, merci docteur. Faisons attention pour notre alimentation, évitons la malbouffe et concentrons-nous sur les compléments alimentaires. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, merci à monsieur Chérif Goungoun, merci à tous ceux qui sont branchés aujourd'hui. Donc, on va se rencontrer le mercredi prochain. Merci encore, docteur Amadou. Merci à tous. Merci. Oui, Namaste. Je suis naturothérapeute formé par le docteur Jean-Paul Amégan. Et au revoir et à la prochaine. Merci.